Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Statec. Merci de participer si nombreux à ce séminaire en ligne et en présentiel. Je suis ravi de pouvoir faire l'introduction à ce séminaire et je profite pour donner un peu le contexte général qui est celui de la modernisation de la statistique publique. Le contexte extérieur qui s'est posé à nous aussi quand on a élaboré notre nouvelle vision, notre nouveau programme de travail. Était aussi le contexte extérieur d'une baisse du taux de participation aux enquêtes, à toutes les enquêtes, dans tous les pays et depuis de nombreuses années. Et en même temps, un besoin de plus en plus grand de besoins en données, parce qu'on enchaîne différentes crises depuis des années. Et donc, on a besoin, la société a besoin, les décideurs ont besoin de données de plus en plus précises, de plus en plus fine et de plus en plus rapidement disponible. Donc ça, c'était un peu le contexte externe aussi qui s'est posé à nous quand on a élaboré nos nouvelles priorités stratégiques. Et ce projet donc, qui concerne l'enquête TILC, donc l'enquête sur les revenus, les conditions de vie des ménages, il s'aligne parfaitement avec les priorités du STATEC. C'est un projet très concret et un séminaire aujourd'hui très concret, donc qui est aligné un peu avec ces priorités et qui concerne donc la modernisation de la statistique publique. Concrètement, cela veut dire que, entre autres, on part de plus en plus, la grande tendance générale au niveau international aussi, c'est la tendance vers les statistiques multisources. Donc concrètement, ici, on a intégré des données administratives centralisées auprès de l'IGSS, on les a intégrées dans notre enquête. Les données administratives, et on va le montrer aujourd'hui dans le séminaire, ils ont le grand avantage qu'on pourra montrer, qu'on pourra démontrer qu'ils sont très précis, ils sont très détaillés et ils sont aussi exhaustifs. Et ces trois points, ils sont très importants pour améliorer la méthodologie, et vous allez le voir, et améliorer la qualité. Après, donc, je tiens surtout à remercier les équipes au STATEC qui ont porté ce projet, mais également à remercier l'IGSS avec qui on a collaboré de façon très efficace ces dernières années pour ce projet, mais pour bien d'autres projets aussi. Et ça montre bien que la modernisation de la statistique publique, c'est un effort collectif. C'est un effort collectif de tout le système statistique luxembourgeois, c'est un point très important. Et donc, encore une fois, merci à toutes les équipes aussi ici présentes et merci à l'IGSS pour leur collaboration. La VAC CILC 2025, c'est une grande opportunité parce qu'il y a une double collecte en fait des revenus. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de montrer les différences entre les différentes sources et d'expliquer donc concrètement d'où viennent ces gains en précision, d'où viennent ces gains en qualité. Et ça permet aujourd'hui donc d'expliquer la méthode retenue et d'expliquer les nouveaux résultats obtenus. Finalement, le message clé, c'est donc que les données administratives, ils ont une vraie valeur ajoutée pour la statistique publique. Vous allez le voir. Ça permet, à partir de cette vague de l'enquête CILC, justement d'obtenir des indicateurs plus précis, aussi dans le futur, donc une amélioration durable, mais ça permettra aussi de réduire d'une façon conséquente le questionnaire, donc la charge déclarative des ménages. Et on revient donc au premier point, parce que cela peut, on l'espère, ça devrait contribuer à une stabilisation, vers une amélioration des taux de participation aux enquêtes. Mais passons de la vision à la pratique, et donc je laisse la parole à Jérôme Houry, responsable du département statistique sociale, et après à Guillaume Osier, responsable de l'unité conditions de vie. Merci, je tiens à remercier notre directeur pour cette introduction. Donc, on va vous parler aujourd'hui des indicateurs, des nouveaux indicateurs sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, issus de l'enquête CILC, que je crois pour le public ici, tout le monde est initié, donc connaît, mais on va quand même brièvement, si ça marche, ça marche pas. Non plus.
on avait testé avant. Les aléas du direct. Excusez-moi pour ce contretemps. Donc oui, voilà, j'en étais je vais brièvement présenter l'enquête SILC, donc l'enquête sur les revenus et les conditions de vie. Ensuite, on va faire un rapide historique sur les évolutions qu'a connues cette enquête, parce qu'il y en a eu pas mal au cours de son histoire. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter ce qu'on a fait avec la vague SILC 2025, en intégrant les données administratives, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau agrégé. Donc, on aura pu utiliser les données de l'IGSS sur ces deux parties que compose l'enquête. Donc, on a un double gain de qualité suite à l'intégration des données administratives au niveau individuel et au niveau agrégé. Et ensuite, je passerai la parole à Guillaume Osier qui va vous parler des effets et des limites de cet exercice. Et puis, ce que tout le monde intéresse, c'est l'effet que ça aura sur les résultats de notre enquête sur les revenus et les conditions de vie. Ensuite, quelques perspectives d'amélioration, parce qu'on est dans un process continu de faire évoluer nos statistiques publiques, comme l'a dit notre directeur en introduction. Alors, brièvement, l'enquête SILC, c'est une enquête annuelle menée par le Statec depuis 2004 et qui est menée dans tous les États membres de l'Union européenne. Et elle est soumise à un règlement européen qui est aussi régulièrement contrôlé et audité par la Commission européenne, en l'occurrence Eurostat. Donc, elle se fonde sur un échantillon représentatif de la population résidente, donc il n'y a pas les frontaliers dedans. Et ça représente la source de référence pour le calcul des indicateurs sociaux, donc sur les revenus, la pauvreté, les inégalités, l'exclusion sociale. Et les résultats sont publiés chaque année dans notre rapport Travail et cohésion sociale et sont aussi largement commentés et repris dans d'autres publications et utilisés dans le débat public. Donc, c'est des indicateurs très importants. Alors, sur l'évolution du protocole de collecte, jusqu'en 2019, depuis le début, la collecte des données était organisée en face-à-face chez les ménages. Donc, il y avait un enquêteur qui se rendait physiquement dans les ménages pour collecter les données. 2020 a bien sûr représenté une année de rupture avec le Covid-19. En urgence, on n'a pas été en mesure d'envoyer des enquêteurs au domicile des personnes. Donc, on a en urgence mis en place une collecte par téléphone sur un échantillon réduit aussi de personnes enquêtées. Ensuite, toujours sur fond de confinement, de Covid qui allait potentiellement redémarrer, on a introduit un questionnaire en ligne en 2021 pour aussi pouvoir atteindre plus de ménages sans avoir recours à l'enquête face-à-face. Et en 2022, on a lancé un projet de refonte plus fondamental de l'enquête SILC avec l'objectif de pérenniser ce nouveau protocole et de ne plus être vulnérable à des crises et donc d'augmenter la résilience de l'enquête, tout en tenant compte évidemment de ce qu'on avait appris de la période Covid. Et donc à partir de 2022, on a mis et on continue d'avoir ça, on a un mode de collecte trimodal, donc du face-à-face toujours. On a un questionnaire web et on a aussi toujours la possibilité pour les ménages de participer par téléphone. Donc oui, tous ces changements ont évidemment provoqué des ruptures de série qui ont fait que les indicateurs n'étaient plus comparables d'une année à l'autre. C'est ce qu'on va aussi retrouver cette fois avec l'intégration des données administratives dans le protocole d'enquête. Dans les apports de la nouvelle organisation de l'enquête ont été une réduction du coût global de l'enquête,
avec le web, c'est beaucoup moins cher que d'envoyer un enquêteur au domicile des personnes pour récolter les informations. On a aussi une meilleure couverture de l'échantillon, une meilleure couverture de la population par notre échantillon, parce qu'on offre plusieurs possibilités de participation. On sait que les ménages sont aussi très mobiles et de moins en moins au domicile, pouvant accueillir des enquêteurs en face à face. Donc c'est aussi un mode de participation plus confortable pour les ménages qui choisissent le moment où ils veulent participer à l'enquête et ne doivent plus nécessairement attendre qu'un enquêteur sonne à leur porte. Et ça a aussi permis d'augmenter la sécurité et la confidentialité des données personnelles en passant notre questionnaire web sur MyGuichet, qui a des contraintes très strictes. Donc maintenant sur l'intégration des données administratives, donc le niveau individuel, donc au niveau de la personne enquêtée. Donc ceci est permis par la loi du Statec, hein, qui même privilégie l'exploitation des fichiers administratifs. Donc notre loi de 2011 dit qu'on a uniquement, on peut faire des enquêtes si on n'a pas la donnée administrative à disposition. Et en contrepartie, donc, les administrations publiques, les communes et les personnes physiques aussi sont tenues de fournir les renseignements statistiques demandés par le Statec. Bien sûr, tout cela se fait aussi en respect du règlement général sur la protection des données. Il faut avoir pour le Statec une légitimité de demander les données et d'avoir accès aux données uniquement nécessaires à produire nos statistiques. Donc, c'est très encadré aussi par le GDPR. Donc, les données administratives, pour dire brièvement ce qu'on entend par ce terme, c'est des données produites par les administrations dans le cadre de leurs missions respectives. Donc, c'est des données qui sont pas nécessairement destinées à faire des statistiques avec, mais ça peut être le cas comme pour SIG, par exemple. On peut, dans certains cas, réutiliser ces données à des fins administratives, à des fins statistiques. Alors, l'avantage pour la statistique publique et pour le Statec, c'est de disposer d'indicateurs peut-être plus récents, plus complets, de réduire les coûts d'enquête. Hein. Une enquête, c'est toujours très, très coûteux. Et surtout aussi d'alléger la charge de réponse en raccourcissant les questionnaires. Donc ça, c'est aussi un aspect non négligeable parce que le questionnaire est aussi qui est très long et très complexe et peut, selon la taille du ménage, demander plusieurs heures même de collecte. Donc on a utilisé cette année avec SIG 25 les données administratives de l'IGSS en l'occurrence, en complément à la collecte des données déclarées dans les questionnaires sur les revenus individuels. Donc, cette année, les revenus couverts par les données centralisées par l'IGSS sont les salaires, les pensions, les revenus de remplacement, comme le chômage, la maladie, les congés parentaux et les transferts sociaux aussi, comme le REVIS, l'allocation de vie chère ou les prestations familiales. Donc ça, ce sont les données que nous avons pu récupérer et aussi que dans les données administratives. Donc, il y a aussi des limites aux données administratives. Par exemple, il y a des revenus qui ne sont pas couverts par les sources administratives. Donc, ces revenus restent collectés par voie de questionnaire parce qu'on en a besoin. On doit les fournir aussi dans le cadre du règlement européen. Donc, ça concerne les revenus qui sont non cotisables auprès de la sécurité sociale, les revenus du capital, très important aussi dans une partie droite de la distribution des revenus. Les transferts réguliers aussi entre ménages ne pourront pas être tirés des données IGSS et ça sera aussi le cas encore à l'avenir. Aussi, certains transferts sociaux comme les bourses d'études ou les subventions de loyer ne se retrouvent pas dans les fichiers administratifs que nous pouvons obtenir de la part de l'IGSS. Donc, l'appareillement entre les fichiers d'enquête et les fichiers administratifs se sont faits via le numéro de matricule national
bien sûr, une fois l'appareillement effectué, a été effacé pour garantir la confidentialité des données. Et toujours, tout cela a été réalisé dans le cadre strict du GDPR. Alors en 2025, comme déjà annoncé par notre directeur, la collecte a été double. Donc ça constitue pour nous une phase transitoire. Donc même les revenus qu'on avait dans les fichiers IGSS, on a continué à les collecter via notre questionnaire EUSIL pour pouvoir comparer les données déclarées aux données administratives et pour évaluer l'impact sur les indicateurs de revenus, de pauvreté et d'inégalité qu'on va vous présenter plus tard. Donc cette année était une année spéciale de double collecte. Donc avec Silk 2026, bien sûr, on veut abandonner pour les revenus disponibles dans les fichiers de l'IGSS la collecte via nos questionnaires Silk. Donc, ça représentera un allègement significatif du questionnaire d'enquête, ce qui n'a pas été le cas en 2025. Et ce qui représente pour nous une amélioration durable de la qualité des données collectées, avec une perspective aussi de participation plus élevée des ménages, car le questionnaire sera plus simple, sera moins lourd, moins long. Donc, on espère aussi que nos taux de participation à l'enquête vont s'améliorer. Donc, un gain de qualité, évidemment. Donc là, schématiquement, pour résumer un peu ce que nous avons fait, donc en 2024, on n'avait que des questionnaires où les personnes déclaraient, donc même les revenus disponibles dans les GSS, les autres revenus qu'on n'a pas dans les fichiers administratifs, et les informations non monétaires que collecte Silk aussi. Donc, c'est des informations sur le logement, le ressenti de la pauvreté, la santé, enfin, il y a tout un tas d'indicateurs aussi importants dans Silk qui ne se retrouvent pas dans les données administratives. Donc, 2025, double collecte pour les revenus disponibles auprès de l'IGSS. Donc, là, rien n'a changé pour ce qui est de cette partie. Et puis, en 2026, donc, on compte laisser tomber le questionnaire pour tous les revenus qui seront dans l'IGSS. Mais on continuera, bien sûr, à avoir un questionnaire et aussi pour collecter toutes les informations, donc, notamment celles pas présentes dans les fichiers administratifs et les informations complémentaires de Silk. Donc, oui, pour revenir sur... on a aussi pu intégrer les données administratives issues de l'IGSS au niveau agrégé. Donc, quand on parle de niveau agrégé, c'est surtout, on parle des pondérations de l'enquête. Donc, les coefficients de pondération permettent de corriger les déséquilibres d'un échantillon. Donc, certaines sous-populations seront sous-représentées. Il y a aussi de la non-réponse et certaines populations seront surreprésentées. Les coefficients de pondération permettent de corriger ces faiblesses de l'échantillon pour le rendre représentatif de la population que l'on souhaite représenter. Donc, voilà, donc c'est aussi un gain de qualité si on peut utiliser plus de données pour calculer ces pondérations et pour corriger l'échantillon. Et ça augmente donc la précision statistique des indicateurs. Je crois que Guillaume va en parler un peu plus tard. Donc, pour les pondérations, voici ce qu'on utilisait jusqu'à présent, avant avoir accès aux données IGSS. Donc, on utilisait l'âge, le genre des personnes, le canton de résidence, la nationalité, la taille du ménage, par exemple, pour rendre l'échantillon représentatif de la population. Et cette année, avec les données IGSS, nous avons pu rajouter toutes ces variables de revenus par composante, permettant d'agréger, enfin de calculer un échantillon qui représente la population. Donc aussi un gain en précision et qualité. Donc je vais passer la parole à Guillaume. Oui. Voilà, je vais prendre la suite. Merci Jérôme. Donc comme cela a
a été évoqué au début de la présentation, l'année 2025 a correspondu à une phase transitoire dans le passage aux données administratives. En ce sens que les revenus que nous avons obtenus grâce à l'IGSS ont continué en parallèle d'être collectés au travers de questions traditionnelles de l'enquête. Et donc, cela nous a permis, en fait, en sortie, de disposer de la même information collectée au travers de deux différentes sources de données. Une source administrative, à savoir l'IGSS, et une source qu'on va qualifier de traditionnelle d'enquête, où les revenus sont collectés de façon déclarative. Donc, on demande directement aux ménages et aux personnes d'indiquer le montant du revenu. Donc, on est sur une approche qui est différente. Et cette double collecte, donc, nous a permis de procéder à des analyses de qualité approfondies afin de mieux cerner, de mieux comprendre comment les sources administratives ont influencé les indicateurs traditionnels de revenus que l'on collecte à partir de SILC. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter ici, à savoir donc l'effet des données administratives, mais aussi les limites de l'exercice. Donc, je vais appliquer la logique de la pyramide inversée. Donc, je vais commencer tout de suite par le résultat, et ensuite, je remonterai un peu plus à la source. Donc, on a observé un double effet des sources administratives sur les résultats de l'enquête. Donc, tout d'abord, une amélioration de la mesure des revenus. C'est quelque chose qui apparaît très nettement au travers de notre analyse. Et en particulier sur deux aspects. Donc, d'abord, les sources administratives ont permis de mieux corriger certaines erreurs de classification des revenus, et notamment au niveau de la distinction entre les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Donc, je vais revenir dessus un tout petit peu plus tard, mais grâce aux données administratives, on a pu cerner beaucoup plus précisément les limites et les frontières entre les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Et par ailleurs, les données administratives ont permis d'améliorer la mesure des revenus en corrigeant en fait le problème de non-déclaration de certains revenus. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a observé, c'est-à-dire que des individus déclarés au travers de l'enquête, donc par la voie traditionnelle, ne pas percevoir certains revenus. Or, si on regardait ce qui était indiqué dans les sources administratives, on voyait que ces individus, en fait, avaient perçu ce revenu. Donc, c'est ça que j'appelle la non-déclaration. Et on va voir que l'impact de cette non-déclaration est loin d'être négligeable sur nos indicateurs de pauvreté. Par ailleurs, il y a un troisième aspect, donc, sur lequel donc, les sources administratives ont eu un effet, c'est la précision statistique de nos résultats. Alors ça, c'est le point qui a été mentionné à la fin, donc, sur la révision donc, de la pondération et la prise en compte de données administratives à un niveau agrégé. En fait, ce que l'on a observé, c'est que cette nouvelle procédure de pondération, qui intègre donc des agrégats de revenus fournis par l'IGSS, a eu comme conséquence de rendre nos estimations plus fiables et plus robustes. Donc, je reviendrai également là-dessus. Donc, on a ce double effet, mais le prix à payer, la limite, alors cela a déjà été évoqué précédemment, et ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête, c'est la rupture de série statistique entre 2024 et 2025 qui rend la comparaison directe des évolutions dans le temps beaucoup plus difficile. Et en particulier pour toutes les statistiques, tous les indicateurs qui sont construits à partir des revenus. Alors, maintenant, je vais peut-être donner un petit peu plus de détails. Et je vais commencer, donc je vais revenir au premier effet, donc la question de la classification des revenus. Donc, je vous disais,
les sources administratives ont apporté un bénéfice dans la mesure des revenus parce qu'elles permettent en fait de mieux distinguer les différentes catégories de revenus. Et donc ici, je vous montre un exemple. À gauche, vous avez la distribution. Donc vous avez sur le graphique de gauche une comparaison entre les montants déclarés dans l'enquête, donc c'est la courbe jaune, et la courbe bleu foncé, ce sont les montants qui sont déclarés dans nos sources administratives. Et donc, on a fait cette comparaison pour le salaire de base. Donc, a priori, naïvement, je dirais, les deux courbes devraient coïncider. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et notamment, on voit un décalage peut-être un peu plus marqué à gauche, où finalement, ce qu'on observe, c'est que les données administratives ont tendance à afficher plus de petits montants par rapport aux données de SIC. Donc on voit ce décalage. À droite, ici, j'ai produit le même type de graphique, mais cette fois, j'ai ajouté au salaire de base deux autres composantes de revenus qui sont les indemnités de maladie et les indemnités de chômage. Et là, vous voyez, alors c'est visuel, hein, j'entends, mais on voit que les courbes se rapprochent et que la différence a quasiment disparu. Donc là, on est sur un diagnostic visuel. Si vous calculez un certain nombre de statistiques pour ces distributions, cela confirme l'évaluation visuelle. Donc on voit clairement que les deux courbes se rapprochent. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça illustre le point que j'expliquais par rapport aux erreurs de classification, c'est qu'en fait, il n'y a pas le salaire de base a bien été en gros collecté dans l'enquête, mais simplement ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas été toujours rangé dans la bonne case en fait. C'est-à-dire que des personnes qui étaient par exemple en indemnité de maladie ont pu déclarer ça comme étant un salaire, parce que pour elles c'était une continuation de leur salaire, et pareil pour le chômage. Et donc, c'est vraiment ce qui est illustré ici. Donc, en combinant ces trois informations, salaire, indemnité de maladie et indemnité de chômage, on voit que finalement, les écarts sont moindres. Alors, il reste encore des petites différences résiduelles à ce niveau-là, mais on voit vraiment que les deux courbes se sont rapprochées. Et ça, donc, ça a vraiment été rendu possible. Donc, les données administratives, vraiment, permettent à ce niveau-là de beaucoup mieux distinguer, donc, dans cet exemple notamment, entre le salaire de base et des revenus qui sont plutôt des revenus de remplacement, des revenus de compensation, donc qui ne sont pas en fait des revenus d'activité, à savoir l'indemnité de maladie et l'indemnité de chômage. Alors, le deuxième point que j'ai mentionné, c'est le problème de la non-déclaration. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure de quoi il s'agissait. Donc ici, vous voyez les taux de non-déclaration des revenus par source de revenus. J'espère que c'est assez gros, mais vous voyez qu'en fait, alors, la non-déclaration peut prendre des niveaux assez élevés. Alors, bien entendu, vous allez me dire, et vous aurez tout à fait raison, la non-déclaration cache aussi des problèmes de classement. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour ce qui est des indemnités de maladie, en fait, est finalement corroboré par ce graphique. En fait, les indemnités de maladie ne sont pas déclarées, en fait, elles apparaissent, mais dans une autre catégorie. En fait. Voilà. Donc, pour certaines composantes du revenu, la non-déclaration, c'est en fait un problème de classification. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les composantes. Et notamment, tous les revenus de transfert ou de prestations sociales, pour ces revenus-ci, l'argument des erreurs de classification est certainement moins probable, on va dire, que pour des revenus de remplacement comme les indemnités de maladie ou les indemnités de chômage. Ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous présenter quelques résultats, après vous avoir expliqué un petit peu, donc c'est l'effet des données administratives. Donc,
On en a listé quelques-uns pour un petit peu illustrer donc l'effet observé donc en 2025. Donc, d'abord, on peut évoquer la question de l'impact des transferts sociaux. En fait, les données administratives permettent de revoir à la hausse l'impact des transferts sociaux en 2025. Donc ici, qu'est-ce que j'ai affiché? C'est simplement, là, vous avez à 14,8 le taux de risque de pauvreté, donc l'indicateur standard de pauvreté des revenus, après transferts sociaux. Et ici, 26,5, donc vous avez le même taux de pauvreté, mais calculé avant transferts sociaux, c'est-à-dire, en fait, calculé en prenant compte uniquement des revenus primaires, c'est-à-dire, en gros, les revenus du travail et les pensions. En gros, c'est l'idée. Et donc, vous voyez, le différentiel qu'on observe de 11,7 correspond en fait à une estimation de l'impact des transferts sociaux en matière de redistribution. Donc en 2025, on est à 11,7. Un deuxième taux de non-recours, donc qui est une statistique extrêmement importante, y compris donc au niveau politique. Donc il y a une volonté politique d'améliorer le recours aux prestations sociales et donc de faire baisser ce taux de non-recours. Donc là aussi, la prise en compte des données administratives va entraîner une revue à la baisse du taux de non-recours aux prestations sociales. Donc ici, je vous ai donné un chiffre qui est tiré des premières estimations pour l'allocation de vie chère. Donc on est à 53,9%. Donc ce sont des estimations, je précise, qui sont basées sur notre enquête. Et des analyses complémentaires donc, vont être réalisées, notamment pour les autres prestations. Également, en 2025, donc, avec l'introduction des données administratives, donc on observe une différence de 2 points au niveau du taux de risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Donc ce taux est l'indicateur de référence au niveau communautaire sur la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est un indicateur en fait qui combine 3 sous-indicateurs, à savoir le taux de risque de pauvreté monétaire, donc qui est l'indicateur plus standard basé sur un faible niveau de revenu. Et à cet indicateur, on a ajouté 2 autres sous-indicateurs, à savoir le pourcentage d'individus en situation de privation matérielle et sociale sévère, ainsi que les individus qui vivent dans des ménages à très faible intensité de travail. Donc vous voyez les résultats à l'écran, donc voilà ce que l'on obtient. Bien entendu, je répète ce que j'ai dit au début, vu qu'il y a une rupture de série entre 2024 et 2025, ces évolutions ne peuvent pas être interprétées comme des changements structurels, mais avant tout comme l'impact d'un outil de mesure qui a évolué entre 2024 et 2025. Voilà. Malgré la rupture de série, donc ça c'est un résultat important, les groupes vulnérables au risque de pauvreté demeurent fondamentalement inchangés. Donc ici, on a comparé le taux de risque de pauvreté en 2024, donc calculé à partir de données déclarées, avec le taux de 2025 qui, lui, est calculé à partir de données administratives. Et donc, vous voyez, donc, notamment les groupes qui sont très exposés, comme les familles monoparentales, les personnes avec un faible niveau d'éducation, ou par exemple les enfants de moins de 18 ans, on voit que si le niveau de la pauvreté change, quand on compare pour une même année les groupes, on voit que les grandes différences persistent en fait. Il n'y a pas à ce niveau-là de bouleversement. Et sinon, donc ici, vous avez d'autres indicateurs que l'on a calculés pour l'année 2025. Donc,
ce sont des indicateurs, je dirais, assez connus de toutes les personnes qui travaillent sur les données SILC. Donc, le revenu disponible par ménage, donc en euros par mois, donc disponible après impôts et cotisations sociales. Donc, le niveau de vie médian par personne, donc ce qu'on appelle le niveau de vie, c'est le revenu disponible ajusté pour la taille et la composition du ménage. Donc, on parle de niveau de vie. Sinon, ici, vous avez donc avec le rapport interquintile des revenus et le coefficient de Gini, deux mesures connues sur les inégalités. Donc, le rapport interquintile dit qu'en moyenne, les 20% des personnes les plus aisées ont un niveau de vie qui est 4,6 fois supérieur à celui des 20% les plus modestes. Le coefficient de Gini, donc, qui est à 30,5%. Et ici, vous avez le taux de pauvreté subjective. Alors, donc là, on n'est pas dans un concept de revenu, mais simplement, on demande directement aux personnes si elles ont des difficultés à joindre les deux bouts, compte tenu de leur situation financière. Donc, ce taux est basé sur la perception qu'ont les ménages eux-mêmes de leur situation financière, et il reste élevé à près de 22%. Voilà. Voilà, donc j'en ai terminé. Donc, les perspectives d'amélioration pour ce travail. Donc, on va en citer 4. D'abord, le traitement de l'imposition sur lequel on doit encore travailler afin de l'affiner davantage. Pour le moment, donc, nos calculs étaient plutôt basés sur des taux de retenue de l'impôt à la source, mais d'autres pistes sont envisageables pour mieux mesurer justement la part de l'impôt. Par ailleurs, on peut citer aussi la meilleure prise en compte des revenus des fonctionnaires internationaux, donc qui représentent une part significative de la population résidente, et pour lesquels on ne dispose pas encore de données administratives sur leurs revenus, sachant qu'ils n'apparaissent pas dans les bases de données de l'IGSS. Ou alors, simplement, s'ils sont, de manière indirecte, mais généralement, ils ne sont pas parfaitement couverts par l'IGSS. La troisième perspective, donc, c'est la mesure de la subvention de loyer et des bourses d'études. Alors, donc ça a été évoqué, ces deux sources de revenus ne sont pas couvertes dans cet exercice. Donc, l'information n'a pas été disponible. Et donc, il s'agirait de mieux les mesurer, de voir notamment au travers d'autres sources de données si l'on peut obtenir cette information. Et puis, pour conclure, je dirais tous les enjeux autour du Data Governance Act et du Once Only qui sont devenus des principes cardinaux de la production statistique afin de limiter la charge, notamment sur les participants à nos enquêtes. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Il y a une question. Oui, merci à vous trois. C'était vraiment passionnant. Vous avez un moment charnière, la collecte de ces données tellement importantes au niveau social. J'ai quelques questions. Tout d'abord, les résultats qui seront publiés sur le site d'Eurostat et sur le site du STATEC, ils seront exclusivement basés sur des données administratives ou ce sera un mélange? Est-ce qu'il y a une situation intermédiaire à ce niveau-là? Deuxième chose, est-ce que vous avez l'intention de rétropoler? Parce que, comme tu l'as dit, Guillaume, il y a eu quand même, et aussi Jérôme, il y a eu un certain nombre de ruptures de série, ce qui est très compliqué à gérer, en particulier dans le rapport à caractère plus politique, au niveau européen notamment. Donc, est-ce que l'idée, c'est de rétropoler, par exemple, jusqu'en 2022, dès le moment où vous avez cette possibilité de comparer des données administratives et les données par enquête grâce à cette double collecte en 2025. Ça, c'est une autre question. Une troisième question, c'est que dans la présentation,
j'ai eu l'impression que vous partiez du principe que les données administratives étaient nécessairement plus correctes que les données par enquête. Or, on a montré quand même dans la situation d'autres pays qui ont fait cet exercice que ce n'était pas toujours le cas. C'est notamment, par exemple, la problématique des revenus des indépendants, où la qualité n'est pas nécessairement meilleure. Est-ce que vous avez l'intention d'analyser ça en détail, éventuellement de compléter la collecte de données, souvent pour les revenus des indépendants voilà, c'est par des questions complémentaires qui permettraient éventuellement de corriger cette information. Et puis la quatrième question, je l'arrêterai là. Tu as montré, Guillaume, l'impact des transferts sociaux sur la réduction du taux de risque de pauvreté pour un type de données, mais pas pour l'autre. Donc on ne sait pas si, dans quelle mesure l'impact diffère quand tu mesures cet impact via les données administratives ou via les données d'enquête. Ou alors j'ai pas vu, mais dans le graphique, j'ai un impact de 11 et quelques points, si je me souviens bien. Mais qu'est-ce qu'il est de l'autre? Et puis, pardon, j'ai une cinquième question. C'est par rapport à ce qui m'a vraiment étonné. Donc, je comprends les évolutions du taux j'ai des indicateurs à caractère monétaire, uniquement ou en partie, dans l'AROP. Voilà, on peut se dire ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais je ne comprends pas pourquoi l'impact sur les deux composantes non monétaires d'AROP va tout à fait dans l'autre sens. J'étais étonné de voir que la régulation matérielle et sociale augmentait. Idem pour le taux pour les agribusiness, ça m'a un petit peu étonné. Ça veut dire que c'est faux, mais je ne comprends pas très bien quel peut être l'impact. Est-ce que c'est par la pondération, par exemple voilà. Je m'arrête là. Merci. Comme ça. Je pense que je vais oublier des questions au passage, mais merci Eric pour tous ces éléments. C'est très gentil. Alors, je vais peut-être répondre par la fin, donc parce que là, la réponse sera assez directe. En fait, oui. Pour les composantes d'AROP, c'est la pondération essentiellement qui impacte ces indicateurs, et notamment la meilleure prise en compte des transferts sociaux grâce à la correction de la non-déclaration. En fait. C'est quelque chose qu'on a clairement observé. Donc, il y a, quand on compare, quand on utilise l'ancien système de pondération, on observe malgré tout une petite hausse, mais avec le nouveau système de pondération, cette hausse est encore un peu plus forte, elle est encore renforcée. Donc, clairement, la réponse est oui, c'est la pondération qui joue pour ces deux indicateurs. Alors, je vais essayer de les prendre. Alors, si j'en ai oublié, n'hésite pas à me reprendre. Donc, peut-être, là, tu parlais de la question des indépendants, donc la mesure du revenu des indépendants. Bon, ça, là encore, toutes les personnes qui connaissent CIP savent que c'est une question assez compliquée et que personne n'a vraiment trouvé de solution miracle pour mesurer les revenus des indépendants. Donc, je dirais que les données administratives fournissent certainement, de notre point de vue, la solution la plus intéressante, la mesure la plus précise compte tenu des contraintes qu'on a. Mais si l'on prend les informations collectées directement au travers des ménages, là aussi on va avoir des difficultés. Donc voilà ce que je peux dire. Pour ce qui est des indépendants, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Je pense que là, on est bien d'accord là-dessus. Après, est-ce qu'elles sont plus correctes? Je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas d'être... il faut être ouvert. Je pense que les expériences d'autres pays ont montré, mais ça concernait plutôt les données fiscales, que par exemple, pour les données fiscales, il y avait aussi de la non-déclaration, il y avait des informations qui n'apparaissaient pas. Donc, ça n'était pas une solution idéale. Et en fait, ce qu'on observe quand on regarde un peu les expériences des autres pays, c'est justement que tout le monde est assez pragmatique sur cette question et disent ce qui est important, c'est une collectivité. C'est-à-dire d'avoir les sources administratives quand vraiment les sources administratives apportent une valeur ajoutée. Et je pense que dans notre cas, c'est évidemment le cas, notamment pour ce qui est des salaires, des pensions.
notamment, mais aussi des transferts sociaux. Je pense que là, il y a clairement une valeur ajoutée. Mais il y a un certain nombre de revenus pour lesquels, voilà, on parlait des indépendants, bon, ou peut-être certains petits montants qui, eux, ne figureront pas dans les sources administratives, mais pourraient être déclarés par voie d'enquête. Donc je pense que tout le monde est assez pragmatique là-dessus, et l'idée, c'est vraiment de dire il faut une collecte hybride, données administratives, mais maintenir pour certains revenus une collecte plus traditionnelle. Alors, je remonte un peu le fil. Donc, les données qui seront publiées sur Eurostat, donc ce seront, il y aura pas deux publications distinctes. Je veux dire, ce qu'on a transmis à Eurostat, ce sont les informations donc tirées des données administratives, plus les données déclarées pour les revenus qui n'étaient pas couverts par l'IGSS. Donc là, il n'y a pas de différents systèmes de collecte. On va publier tel quel ces chiffres sur le site d'Eurostat. Il y avait une question sur les données rétropolées. Alors, dans l'idéal, ce serait bien de le faire, mais c'est clairement quelque chose qui est très lourd et qui demanderait du temps et des ressources. Donc, pour le moment, ça ne figure pas sur notre agenda, mais je suis d'accord avec toi. Ce serait évidemment quelque chose d'intéressant à faire. Et puis, j'ai certainement oublié une question. Transfert. L'impact des transferts. L'impact du transfert des données. L'impact des transferts sociaux. Ah, sur la réduction du taux de risque de pauvreté. L'impact des transferts sociaux, donc. Tu as donné un chiffre, mais pas l'autre. Donc, tu as donné. Quel est le différentiel entre les deux? Mais c'est que là, malheureusement, on n'a pas les données pour le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu comparer, dans ce cas précis, les données déclarées et les données administratives. Donc, je dirais que c'est juste une question qu'on n'avait pas les données disponibles pour faire cet exercice. En tout cas, en l'état. On a pu comparer, sur les premiers graphiques qu'on vous a montrés, on a comparé les données déclarées et les données administratives, mais il s'agissait donc des données déclarées par les ménages, mais c'était des données si on voulait évaluer l'impact des transferts sociaux, il aurait fallu corriger et retraiter ces données déclarées, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc, je dirais que ça n'a pas été fait uniquement à cause de ça, c'est qu'on n'avait pas les données pour faire cette comparaison. Guillaume, oui, pardon. Juste compléter, donc on n'a pas pour la même année. Par contre, dans les années antérieures, la différence entre le taux de pauvreté avant et après le transfert, elle était plutôt de l'ordre de 7 points. Donc maintenant, on est à peu près à 12. Donc en fait, on a maintenant, avec cette meilleure classification des différentes catégories de revenus, on a maintenant une meilleure mesure de l'impact des aides sociales et qui est donc considérablement plus lourd. Donc 7 des années précédentes à peu près et 12 à peu près maintenant. Donc c'est l'impact de cette meilleure classification que Guillaume a très bien montré sur ces slides. D'accord. Mais donc pour préciser, pour rapport au revenus indépendants, ma question c'était, est-ce que maintenant vous allez, à l'avenir, à partir de 2026, vous allez collecter les revenus indépendants uniquement par voie administrative, ou les compléter, c'était ça ma question, ou les compléter par des questions, soit continuer à les collecter par voie d'enquête aussi, ou bien rajouter quelques questions, ça a déjà été envisagé également dans d'autres enquêtes pour corriger ça. C'était vraiment cet aspect-là. Et concernant la publication des chiffres, ma question c'est pas de savoir si vous alliez publier deux sources de chiffres. Eurostat n'accepterait jamais ça, mais c'était plutôt de savoir si vous alliez éventuellement, publier une espèce de source, des données un peu intermédiaires, c'est-à-dire pas uniquement basées sur les sources administratives, mais sur les sources administratives éventuellement corrigées, adaptées sur la base de chiffres que vous donnerait la collecte d'enquête en disant tiens, mais là, ça vient d'être un peu plus fiable, ou bien partir du principe, c'est la nouvelle collecte, les données d'enquête, c'est uniquement pour se caler, vérifier, etc. Okay. C'est ça d'accord. Peut-être pour revenir sur les indépendants, donc 2025 a été une phase transitoire, donc avec cette double collecte. En 2026, donc on va basculer vers une collecte administrative, mais il ne faut pas oublier que là, les données administratives ne couvrent que les personnes affiliées à l'IGSS. Donc, on va quand même continuer, malgré tout, de poser des questions classiques sur les revenus
pour les personnes qui ne figurent pas dans le champ de couverture des données administratives. Donc je pense qu'il faut plutôt parler d'une collecte hybride qui va s'opérer avec les données administratives quand c'est possible. Et par exemple, pour les fonctionnaires internationaux, pour le moment, on n'a pas d'accès à des données administratives pour les fonctionnaires internationaux. Pour eux, on continuera à collecter les données sur les revenus par voie classique. Donc c'est comme ça que ça va se faire. Donc on n'est pas sur du tout blanc ou tout noir, c'est vraiment une collecte hybride qui va se mettre en place. En fait. Et il ne faut pas oublier également qu'il y a toujours, quand on fait cet appariement avec les données entre les fichiers d'enquête et les fichiers d'IGSS, il y a toujours un petit peu de perte en fait. Donc là aussi, il faut compléter ces pertes. Donc des personnes qu'on n'arrive pas à retrouver pour des raisons diverses, il y a toujours un petit pourcentage de pertes. Et donc il faut compléter là aussi par des méthodes plus traditionnelles. Donc c'est vraiment un mode hybride qui se met en place. Voilà. Oui, merci d'abord, bravo, parce qu'on sait à quel point cet exercice était attendu, mais aussi est un effort incroyable de votre part. Donc vraiment, bravo pour ce passage, Boris. J'avais un peu les mêmes questions qu'Éric, mais je voudrais d'abord être sûre d'avoir bien compris la présentation. Ce que vous avez présenté quand il y avait 2 années, c'était bien 2024 et 2025, 2024 basé sur le questionnaire, 2025 basé sur les fichiers GSS. Est-ce que vous avez à un moment donné comparé 2025 et 2025, puisque vous avez cette double collecte, pour voir l'impact net de ce passage donc, aux données? Si j'ai bien compris, ces données ne sont pas disponibles ou... Non, alors ce qu'on a comparé, c'est ce que j'ai montré au début sur les graphiques où j'ai parlé des erreurs de classification. Là, il s'agissait de données 2025 collectées par voie déclarative d'un côté et par voie administrative de l'autre. Donc là, on était bien sur des données 2025. Simplement, on n'a pas pu aller plus loin dans cet exercice parce qu'il aurait fallu les données déclaratives, il aurait fallu ensuite les retravailler, les retraiter, si on avait voulu ensuite produire des indicateurs comme on faisait auparavant pour comparer vraiment. Ça, on n'a pas eu le temps de le faire. C'était faisable. Hein. Je ne dis pas que c'était pas faisable, mais pour des raisons de temps et de ressources, on n'a pas pu pousser cet exercice. Donc là, ce qu'on a fait, c'est prendre ce qu'avaient répondu les ménages par voie déclarative en 2025 et comparer avec la source administrative. Ça, on peut le faire, et c'est 2025. C'est tout la même année. Sinon, c'est 24-25. C'est ça. J'ai encore une mini-question sur la calibration. Encore un point là-dessus. On va publier une note aujourd'hui, tout de suite après le séminaire, une note méthodologique, hein, où vous pourrez relire tout ce qu'on vous a présenté. Et vous y trouverez aussi une simulation où on a justement remis à zéro tous les montants non déclarés, donc qu'on a retrouvés dans les fichiers IGSS, et dans notre enquête, on a remis ces montants à zéro comme s'ils n'avaient jamais été déclarés. Et là, dans cette simulation, on trouve un taux de pauvreté de 17,5, qui remonte, qui se rapproche de l'ancien taux qu'on avait pour montrer justement l'effet de cette non-déclaration, qui est quand même le gros, ce qui a le plus d'impact sur le résultat. Pardon, je vous ai interrompu. Merci beaucoup. J'avais une mini-question. Depuis 2020, on avait un peu l'impression que l'enquête était moins représentative du bas de la distribution des revenus, depuis qu'on était passé au CABI, enfin, en tout cas, on inclut le CABI dans les modes de collecte. J'avoue que je m'attendais à une hausse de pauvreté aujourd'hui sur base de l'inclusion des données administratives, donc je comprends bien pourquoi. Est-ce que vous avez pu voir que justement le bas de la distribution, en recalibrant avec les données agrégées de l'IGSS, est-ce que vous avez des poids plus importants, par exemple, dans le bas de la distribution? Donc, est-ce que, quelque part, vous avez cet effet de sélection au départ, où les gens vont moins vers le CABI, mais que vous corrigez plus? Alors, sur l'effet des pondérations, oui, ça a clairement permis de corriger un certain nombre de déséquilibres, et notamment, oui, le bas de la distribution a pu bénéficier justement de cette nouvelle procédure de pondération et de
l'intégration justement de ces données, de ces agrégats IGSS. Donc c'est clairement oui, ça a eu un effet bénéfique. Après, malheureusement, ça n'a pas pu tout corriger, mais ça a eu un effet correcteur dans le bon sens, oui. Est-ce que les poids sont plus élevés maintenant dans le bas de la distribution, clairement? Je dirais que oui, je pense. Oui, clairement. Oui. Parce qu'en fait, on a, au niveau de microdonnées, c'est bien sélectionné. Ouais. Mais en macro, par exemple, chaque composante, ceux qui disaient, par exemple, qui étaient aux minima sociaux, quand on prenait les poids, on prenait la variable, on les multipliait, on retrouvait la moitié du montant. Du coup, les poids, ils ont été quasiment multipliés par 2 pour certains. Par exemple, le révis, pour certaines allocations. Du coup, en fait, on a reconstitué notre échantillon par le bas. C'est clair. C'est la question. Oui, tout à fait, c'est vraiment important. En ligne, c'est un peu rapport. Je passe les personnes qui sont en ligne, qui avaient levé la main il y a quelques. On voit qu'il y a donc Frédéric Berger, c'est en premier, et ensuite, je ne sais pas qui c'est. Il y a des mamans, on entendra si vous vous invitez. Ou pas. Et là, je dois partir parce que j'ai une réunion à 11h. J'avais une question. Ma remarque, c'était par rapport à ta première présentation, Guillaume. L'explication de la mauvaise classification de la maladie, elle s'explique pas par ce phénomène que tu as expliqué, mais on a deux types d'informations concernant l'indemnité de maladie. C'est l'indemnité de maladie qui est payée par l'employeur les 77 premiers jours, puis elle est payée par la Caisse nationale de santé pour les 77, au-delà des 77 jours. Et donc, les personnes en perception, elles continuent à percevoir un salaire lorsqu'elles reçoivent l'information, le salaire de l'employeur. C'est ça qui explique surtout ce fort taux de mauvaise classification de l'indemnité de maladie. Parce que vous avez mêlé les deux. Oui, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Hein, ou alors j'ai peut-être. Pour expliquer le phénomène élevé, c'est parce que les gens ne savent pas qu'ils sont le salaire. Alors que nous, spécialistes, on fait le distinguo entre l'indemnité de maladie avant 77 jours et après 77 jours, qui sont toutes les deux des prestations sociales. Non, mais... Alors, peut-être qu'il y a eu un malentendu, mais je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, Fred. Hein, Je pense qu'effectivement, l'enquête des personnes perçoivent les choses différemment de ce qui est perçu par l'administration. Je crois que c'est ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Hein. Je crois que... Voilà, c'était encore une précision, mais ça c'est pour ceux qui ne sont pas habitués. Ce sont les revenus de 24 et pas les revenus de 25 qu'on voit là. Hein. Oui, c'est ça. On peut le repréciser. Ok. Et concernant les indépendants, précision encore, en fait pour les indépendants, c'est l'assiette de cotisation qui est déclarée, et l'assiette de cotisation correspond pour les indépendants à la déclaration fiscale. Je pense que la qualité d'information est quand même bien meilleure que pour avoir pratiqué le terrain et le site il y a une dizaine d'années, elle est bien meilleure que lorsqu'on va sur le terrain. Ok. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour la présentation, c'était très, très intéressant. Merci Fred. C'est une question en ligne. Je vais vous J'avais une question. Juste pour préciser, le point qui m'intéresse le plus. Du coup, il y a 3,3 points de pourcentage de différence entre 2024 et 2025. Il y en aurait 0,6 qui s'expliquerait par une baisse. On avait utilisé la même méthode et 2,7 par la différence de méthode. C'est une estimation que l'on a faite. 2,7, c'est une estimation qu'on a faite sur l'impact de la non-déclaration. Ça, on peut le dire. Ça reste une estimation. Après, le reste, c'est un résidu avec qui rassemble d'autres facteurs. Mais... Je comprends qu'on ne puisse pas être à 0, un point de pourcentage précis, mais quand même, c'est quand même très parlant de voir que du coup, la correction de méthode corrige énormément, mais qu'on n'a pas mis une baisse. J'entends très mal. Ah, désolé. Par écrit. Peut-être c'était dans le chat. Et par écrit.
Le point que je voulais demander, c'est justement, est-ce que cette baisse due à la nouvelle méthodologie, elle est observée dans d'autres pays? Alors, dans la note dont on a parlé, donc il y aura une comparaison européenne, donc puisque en fait, le passage aux données administratives n'est pas propre au Luxembourg, donc c'est quelque chose qui a été effectué dans beaucoup de pays européens, avec des ruptures de série dans tous les cas. Alors, dans certains cas, il y a eu des baisses, alors peut-être pas toujours pas partout. C'est vraiment après les effets peut-être sont différents selon les pays, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une rupture de série dans tous les cas. Ça, on peut le dire. Mais dans la note donc, qui sera publiée, il y aura un chapitre sur les expériences européennes. Donc, où on a justement listé un certain nombre de cas de pays qui ont basculé vers les données administratives et donc qui ont analysé eux aussi l'impact de ces données sur leurs chiffres. D'accord. Je peux, merci. Alors j'ai deux questions. La première, c'est sur les données IGSS. Je ne suis pas très familier, mais il me semble que les revenus qui sont déclarés à l'IGSS, il y a le plafond cotisable et qu'ils ne sont pas forcément déclarés à leur niveau réel quand c'est des frais aux revenus, mais qu'ils sont tronqués au niveau du plafond cotisable. Est-ce que vous avez quelque chose pour corriger ça ou est-ce que je me trompe C'est dommage que Fred soit parti, mais je pense que tu veux. Oui, ça c'est le dernier point. Depuis on a posé la question. En fait, donc, le plan depuis 2017 ou 2018, ils ne le font pas. Il y a plus de top codage de zéro revenu. D'accord, donc même les patrons déclarent le revenu entier. On a tout. Oui, on lui a posé la question. Maintenant, ils ne font plus ça. Donc, les données qui sont présentées ne sont pas. Okay, parce que j'ai vu que dans le graphique, là, vous compariez les revenus entre ce qui était déclaré et ce qui était dans les GSS. Il y avait un petit écart sur les hauts revenus entre ce qui était déclaré et ça. Les données administratives et je me demandais si c'était pas lié à ça. Oui, tu peux revenir sur le site. Sur la composante de. Je vais vous montrer les revenus c'est lequel de base. Oui, ça. Oui. Ah, bon, après, c'est le graphique qui a été. Je pense. C'est lequel? Oui, peut-être. Oui. Après, oui, non. Non, mais je pense que c'est vraiment des fluctuations d'échantillonnage. Il faut pas y voir plus. D'accord. Deuxième question, par le passé, vous calculiez un taux de risque de pauvreté avec la prise en compte des prestations en nature, notamment chèque service accueil, des choses comme ça. Est-ce que maintenant, avec votre nouvelle méthode, vous avez des données administratives sur les bénéficiaires de ces prestations, notamment du CSA, ou est-ce que vous faites toujours un calcul un peu théorique pour dire celui-là est là, celui-là n'est pas? Donc sur ça, il n'y a pas de données administratives sur le chèque service accueil, pas pour le moment. C'est les données du ministère de l'Éducation. Oui. Quelles données vous les fournir, si j'ai bien compris? C'est un grand mystère, oui. C'est comme la subvention du ministère du Logement, on n'a pas aussi. C'est le même problème. Donc, c'est à mettre dans les pistes futures d'amélioration de cette enquête, mais conscient que l'impact des transferts sociaux est très important, surtout que par le passé, on parlait tout à l'heure de l'impact des transferts sociaux qui étaient assez faible et constant dans le temps, ou même diminué. Donc on se disait ça doit passer par les transferts en nature quelque part, mais là aussi maintenant on a une nouvelle vue sur les transferts sociaux monétaires qui ont pratiquement doublé avec la prise en compte des données administratives. Donc c'est certainement un terrain où il faudra qu'on fasse des analyses plus poussées. Donc, ce qu'on va calculer pour conclure, c'est on va continuer de produire de mesurer l'impact du chèque service accueil par la méthode calculatoire classique. Voilà.
Juste encore, je sais comme Eric Marley, j'ai une troisième question. Alors j'en avais annoncé. Non, parce que vous l'avez évoqué, on est dans un peu dans des temps turbulents, où on enchaîne des crises, etc. Et je pense que du coup, de publier que les données non comparables avec de nouvelles méthodes, ça pose un problème aussi au niveau politique pour voir l'impact des mesures qui ont été prises ces dernières années. Voilà, et donc je pense qu'il serait quand même important qu'il y ait au moins cette année une publication un peu parallèle des deux chiffres pour que simplement on puisse savoir quel est l'impact des mesures qu'on a prises au cours des dernières années et si on va dans le bon sens ou pas. Parce que du coup, là, on ne sait rien dire. C'est-à-dire ce qu'on a fait en 2024, c'est l'année 2024, si ça a vraiment apporté un plus en termes de lutte contre la pauvreté ou pas. L'été dernier, je pense, l'IGSS a publié aussi un bulletin. Mais c'est les mêmes données administratives. C'est les mêmes données administratives, mais aussi un modèle de microsimulation, justement, qui permet d'évaluer en particulier les différentes mesures qui ont été prises pendant la crise d'énergie, comme le crédit d'impôt énergie, etc. Et tout ça, c'est déjà connu depuis donc l'été dernier. Et donc, en fait, il y a ces chiffres, il y a cette quantification, et eux, ils n'ont pas la contrainte parce qu'ils ont accès à toutes leurs données administratives. Nous, on a fait une convention pour une vague de l'enquête SILC, et avec aussi voilà, toutes les règles très strictes qu'on connaît, que par exemple, la matricule, on la supprime dès que possible. Donc, aussi, on ne peut pas revenir en arrière sur les dernières enquêtes SILC parce qu'on ne dispose plus, par exemple, des matricules des personnes qui ont répondu, qui pourraient ex post faire le matching qu'on a fait maintenant, mais maintenant c'était un projet planifié sur Non, mais ça c'est pour les années, c'est ce que posait comme question Eric Marley tout à l'heure, de repartir sur les années antécédentes. Moi je dis rien que pour l'année de revenu 2024, comme vous avez les deux collectes en parallèle, je pense que ce serait quand même important de faire la publication des données, notamment pour les chercheurs qui veulent quand même voir quel est l'impact et de la méthodologie et des mesures qui sont prises. Une grande partie justement de ça, ça va être dans la publication d'aujourd'hui. Mais comme Guillaume l'a expliqué, donc on dispose effectivement au niveau des micro-données les deux sets de données. Mais on ne dispose pas jusqu'aux derniers indicateurs, donc avec toutes les différentes étapes méthodologiques, on ne dispose pas parce qu'effectivement, ça aurait maintenant demandé aux équipes de faire en un laps de temps deux enquêtes, évaluer les deux enquêtes. C'est pour ça que là où on pouvait, on a fait des simulations, exactement comme Guillaume l'a précisé. Donc on part des données administratives, mais on remet à zéro là où on sait que les ménages ils n'ont rien déclaré. Donc ça permet de donner une simulation et donc le chiffre de 17,5 qu'on aurait eu avec l'ancienne méthode après une simulation. Donc c'est une approximation et ça donne quand même un bon aperçu parce que ça indique une légère baisse de l'année dernière à aujourd'hui, mais on sait que la plus grande partie de la baisse, donc le 5,7%, ça vient en fait d'une meilleure prise en compte de meilleures données sources, donc avec des non-déclarations qui disparaissent. Donc la plus grande partie de la baisse, donc de plus de 18 l'année dernière avec l'ancienne méthode, vers l'année 2025 avec la nouvelle méthode, voilà, la plus grande partie vient de cette amélioration des données sources, mais les simulations qu'on a pu mener jusqu'à aujourd'hui indiquent effectivement que le taux de pauvreté aurait baissé si on serait resté avec l'ancienne méthodologie. Après, on a fait cet exercice rapidement, même avant la publication des chiffres européens, pour justement expliquer un peu la méthode, montrer les premiers résultats, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête maintenant nos travaux. On a toujours en fin d'année le rapport sur le travail et la cohésion sociale. Il y aura sans doute encore des analyses complémentaires. Donc, on est très content que vous posiez ce type de questions parce que ça va nous guider aussi. Non, mais je pose aussi parce que je ne vais pas sans savoir qu'il va bientôt avoir des discussions tripartites et ce genre de données ont l'impact à ce niveau-là. Oui, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que par coïncidence, justement, maintenant, on a une image plus fidèle de la réalité
Parce qu'on Non, mais c'est a pas effectivement les ça, données. juste, c'est au niveau de la communication, il faut bien faire comprendre que le taux de risque de pauvreté n'a pas baissé de 2 points par rapport à l'année dernière, c'est ça. C'est ça qui m'inquiète, c'est plus le côté communication et pas le côté méthodologie. C'est les mêmes personnes qui sont vulnérables, qui sont exposées à ça ne change pas. Oui, monsieur Alex. Je veux d'abord vous féliciter parce que pour la meilleures données, il y avait déjà une bonne coopération avec l'IGSS et pour féliciter l'IGSS à faire un pas supplémentaire qui permet de faire une fusion des deux méthodes, des deux instruments, ce qui améliore la qualité des données. Et donc, félicitations pour ce travail qui a été accompli. La bonne nouvelle, je trouve que les gens sont un peu tristes parce que les résultats semblent les décevoir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a moins de pauvreté. C'est quand même fantastique, je trouve. Moi, personnellement, je parle maintenant dans mon nom personnel. Donc, il va falloir s'habituer à avoir un taux de pauvreté monétaire qui est en dessous de 18%. Si on prend en plus les prestations en nature, parce qu'on fait malheureusement toujours de la statistique Eurostat au lieu de la faire pour nous, notre problème à Luxembourg, on a énormément de prestations en nature. Donc, traditionnellement, ça faisait 1 à 2 points % de la pauvreté. Donc, en fait, on est quelque chose comme, je dirais, peut-être proche de 16% ou de 15%. Ce qui relève un peu, qui donne, je pense, une meilleure image, parce que c'est quand même important, on a de meilleures données, donc une meilleure image de ce qui se passe dans le pays. Je trouve ça énormément positif. Bon, j'ai aussi une question un peu plus pénible, mais elle est pour Tom. Est-ce que l'administration des contributions va suivre le même mouvement que l'IGSS dans ce louable mouvement de collaboration? Tout d'abord, on va laisser l'équipe des statistiques sociales se reposer pendant le week-end prolongé. Lundi matin à 8h, on va lancer les nouveaux profils. Et donc, on a déjà évoqué les différentes sources d'amélioration. Parce qu'effectivement, c'était un projet très important, mais c'était une première étape seulement. Probablement, en termes d'envergure, données administratives, probablement la plus grande. Mais voilà, il y a plein d'autres chantiers et on les avait listés dans le slide. Donc, il y a la question de l'imposition, effectivement, il y a la question aussi bourse d'études, subvention loyer, etc. Donc, tous ces... voilà, on va maintenant chercher des collaborations, comme on l'a fait avec l'IGSS, avec d'autres ministères, avec d'autres administrations. C'est ça justement notre ambition. Et c'est pour ça qu'on avait marqué le dernier point aussi, parce qu'il y a aujourd'hui, malgré tout, toute une dynamique dans le pays autour, notamment des solutions techniques que le CTIA a mis en place dans le contexte de la TGA. Cette loi a été votée en décembre dernier. Il y a tout ce catalogage de données qui est en train de se faire dans les différentes administrations, etc. Donc, effectivement, on pense qu'il y a une certaine dynamique et je pense qu'il y aura des coopérations supplémentaires dans les années à venir qui vont encore ponctuellement améliorer cette enquête-là et compléter les données. On l'a évoqué aussi à plusieurs reprises, aussi peut-être avec les prestations en nature. Il y a beaucoup de projets, mais je vais attendre lundi matin à 8h pour les... Il y a encore une question en ligne. En ligne, avec Catherine Médon, après ça. Bonjour, Ouais, vous m'entendez? Yeah. Oui, ok, super. Merci beaucoup de ma part aussi pour cette présentation très intéressante. J'avais deux petites questions. La première, c'est par rapport au niveau de vie. Donc, si je comprends bien, le niveau de vie médian par personne a légèrement baissé entre donc les estimations de 2024 et celles de 2025. Et donc, le seuil de risque de pauvreté a aussi légèrement baissé, alors qu'on a rajouté des revenus qui n'ont pas été déclarés ou pris en compte avant. Donc, est-ce que vous l'expliquez donc seulement par la révision de la pondération?
Et la deuxième question, c'est par rapport aux groupes vulnérables au risque de pauvreté. Donc, on voit pour tous les groupes, on voit une baisse entre 2024 et 2025, à part pour les familles monoparentales. Est-ce que vous avez des facteurs d'explication pour cette observation? Je vais peut-être répondre. Merci Cathy pour ces remarques. Alors le seuil de risque de pauvreté, il est en fait c'est 60% du niveau de vie médian. Donc on est à 2502 € par personne en 2025 contre 2540. Voilà, donc on est sur une baisse qui reste très légère. Et il faudrait certainement faire des calculs pour voir si c'est significatif ou pas. Donc au niveau du seuil de pauvreté, on peut dire qu'on est statistiquement stable. Après, concernant l'impact, alors il y a certainement un impact des pondérations qui a pu jouer un petit peu, mais là encore, il faut voir l'impact. Je reviens à ce que je disais, les différents effets se conjuguent et ont changé quelque peu la distribution des revenus. Mais en tout cas, la baisse du seuil de pauvreté, bon, je dirais qu'elle est stable. Disons que c'est une évolution stable. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une baisse dans ce contexte. Et juste un point aussi pour être bien clair, peut-être qu'il n'y ait pas de malentendu. On intègre dans ce calcul pas seulement les revenus d'IGSS. Hein. Je pense qu'il faut que ce soit bien clair sur ce qu'on fait. Quand on calcule le revenu disponible au niveau de vie médian, on prend les revenus d'IGSS, mais il reste toujours cette partie des revenus qui n'est pas couverte par l'IGSS, et également les individus qui, eux, ne sont pas affiliés à l'IGSS. Il y en a une petite proportion pour lesquels on continue de collecter les revenus d'une manière classique, par un questionnaire classique. Donc cet agrégat, c'est vraiment l'ensemble de tout ça. C'est pas seulement l'IGSS. Voilà. Et le deuxième point, excuse-moi, décidément, j'ai une mémoire qui flanche. Le deuxième point, Cathy, c'était les familles monoparentales. Ah, pardon, les familles monoparentales. Oui. Merci. Oui. Merci. Les familles monoparentales, bon, je pense que c'est un sujet assez récurrent chaque année. Bon, il y a un effet clair, il y a un effet statistique qui paraît assez évident compte tenu du faible nombre d'observations que l'on a dans notre échantillon. Parce que les familles monoparentales, bon, en fonction des définitions, ça représente autour de 5% de l'ensemble des ménages qui, bon, en fonction des définitions, ça peut être un petit peu plus, mais ça reste un pourcentage assez faible. Et donc, au niveau de l'échantillon SILC, ça fait finalement, ça constitue assez peu d'observations, donc il y a une volatilité statistique qui joue. Donc je pense qu'il faut vraiment le garder à l'esprit quand on regarde la série pour les familles monoparentales, spécifiquement. Voilà ce que je peux dire. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est dans la note, il y a quelque chose dans la note qu'on avait vu que dans les familles monoparentales qui ont été intégrées, comme c'est un panel, donc ceux qui ont été intégrés, on a remarqué qu'ils sont beaucoup plus dépendants des transferts aussi. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on a vu, c'est dans la page 14 de la. D'accord. Voilà, donc un peu plus vulnérable, donc ça peut avoir un impact sur ça. Mais comme tu l'as dit, c'est une population assez faible. Hein? Oui. Donc, une certaine volatilité. Il y a ça. C'est ça. Voilà ce que je peux dire. Je pense qu'il y avait l'autre Cathy, je pense. Oui, mais j'avais la même question. Ah bon, ça va. Cathy, question. D'accord. Par exemple, il n'y a plus trop de questions. Si vous en avez encore une, c'est le moment. Non, et en tout cas, il y aura donc la note qui sera publiée, ainsi que le communiqué de presse, et puis l'enregistrement de ce séminaire sera aussi disponible sur notre site, ainsi que sur notre internet pour les personnes internes. Et je suis sûre que si vous avez des questions qui vous reviennent, Guillaume et son équipe et Jérôme seront un plaisir de vous répondre, mais qu'à partir de lundi, pour les nouveaux. Une très bonne journée, merci d'être venu et à bientôt.